dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hypnose et chirurgie dentaire. Peut-on réaliser des soins dentaires sous hypnose ? Quels sont les bienfaits des soins dentaires sous hypnose pour l'organisme ? A-t-on encore besoin d'anesthésie ? L'hypnose médicale est-elle différente de l'hypnose de spectacle ? Tout le monde est-il réceptif ? Cela marche-t-il aussi sur les enfants ? Il était important pour nous, avec Margot, d'aborder toutes ces questions. Et nous sommes allés à la rencontre de Claude, le docteur Claude Parodi, un des précurseurs de l'hypnose en chirurgie dentaire. Nous avons découvert un personnage passionnant, qui a accepté très gentiment et avec beaucoup d'enthousiasme de répondre aux questions de Dans tes dents, le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Avec Margot, nous allons à la rencontre d'experts référents dans le domaine pour parler des soins dentaires sans langue de bois. Vous vous posez des questions sur vos dents, sur les soins dentaires, les bonnes pratiques en cas d'urgence ? Envoyez-les nous par mail à contactdentesdents@gmail.com. Si le podcast vous plaît, partagez-le, parlez-en autour de vous et mettez le maximum de j'aime et d'étoiles sur l'application de votre téléphone. Cela nous aidera énormément à développer ce projet. Nous comptons sur vous. Je vous laisse maintenant faire connaissance avec Claude et sa voix envoûtante. Et vous souhaite une très très belle écoute. Et surtout les amis, prenez soin de vos dents. Bonsoir Claude. Bonsoir Mathieu. Comment tu vas ? Eh ben écoute, je vais bien, je m'éclate puisque je transmets ma passion pour le soin, ma passion pour l'hypnose et ma passion pour tout ce qui tourne autour de comment faire bien pour nos patients. C'est justement pour ça qu'on a pensé à toi ce soir Claude, parce que c'est intéressant de lier à la fois le soin et l'hypnose. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment tu as fait pour lier les deux. Alors, pour Dans tes dents, Claude, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ton parcours ? Eh bien, mon parcours, il est simple. Dentiste, par envie depuis l'enfance, par lâcheté, quand j'ai réalisé que devenir médecin, c'était s'occuper de la vie et de la mort des gens, et pour moi, j'étais trop fragile pour ça. Donc, j'ai réalisé ça en troisième. Je me dis, oh là, tu sais, c'est un peu comme le gars, il va être pilote de chasse jusqu'au moment où il réalise que c'est lui qui va appuyer sur la gâchette. Et là, il dit, est-ce que je vais le faire ? Et là, moi, c'était par rapport à la vie et la mort. Et je me dis, trop lâche, donc soigner, ouais, bien, mais dentiste, ça, c'est bien. Tout ce que je risque, c'est la mort d'une dent, rarement plus, donc voilà, dentiste. Après, derrière, donc des études classiques, etc., et puis une vie professionnelle qui commence. Et une vie de famille aussi, et puis grâce à ma femme, la mienne, bien sûr, qui avait des nausées terribles pendant les grossesses, par un chemin un peu tortueux, elle aborde une thérapeutique pour la troisième grossesse qui voyait la naissance de jumeaux, pour gérer ses nausées, et derrière, pour moi, ce qu'on lui faisait là, à distance, parce qu'elle n'était même pas à la maison, m'a fait m'interpeller. Je vois passer une formation de sophrologie. Je me dis, tiens, pourquoi pas ? Le mot m'a semblé ressembler à ce qui se passait sans savoir vraiment. Le mot sophrologie. Sophrologie, je me dis, tiens, ouais. Sophros, machin, ça a résonné chez moi. Et du coup, je suis allé à une formation de sophrologie, et là, je tombe sur le pionnier de l'implanto en France, Cherchev, en fait, qui enseignait l'hypnose de foire, rien à voir avec la sophrologie. Et c'était rigolo, mais vraiment un peu, on va dire, cocasse, sinon un peu bizarre dans un cabinet. Donc, tu laisses tomber. Et un collègue à lui, il nous avait enseigné une technique de relaxation. C'était super, c'était vraiment génial, c'était vraiment tout doux, c'était vraiment présentable pour les patients, sauf pour le cabinet. Une demi-heure avant de toucher un patient, donc on a dans le soin, on a tous un chronomètre implanté dans la tête, ouais. Donc impossible. On le fait ça pour le fun, 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Donc c'était des méthodes de relaxation qui duraient une demi-heure avant le soin. Le patient, tu mettais une demi-heure avec le patient, dire voilà, il est relaxé, maintenant je vais peut-être pouvoir commencer à faire le soin. Et mais là, je demande encore de l'aide pour ma femme, on me dit ouais, à La Rochelle, il y a quelqu'un, on y va, et puis le docteur qui est devenu Eliane pour moi, voit Michel, elle rentre avec une bassine sous la bouche pour pas vomir dans les rues de La Rochelle. On ressort, on va manger une pizza sur le port, et pendant 1 heure, la consultation, je la vois travailler, c'était bluffant, de douceur, d'élégance, vraiment de délicatesse. Donc elle était médecin, mais elle faisait de la sophrologie en fait. D'accord, elle avait déjà eu des formations, et puis on sympathise. Elle aide en préparation à la grossesse Michel derrière, et puis au bout de 2 mois comme ça, elle m'appelle, elle me dit Claude, j'ai commencé une formation d'hypnose conversationnelle, ça devrait être bien pour toi. Jamais entendu parler de ça, mais confiance en Eliane, je me renseigne, elle m'indique que je téléphone à Jean Godin, qui avec Malarevich sont ceux qui introduisent l'hypnose ericksonienne en France et en francophonie européenne à l'époque. C'était dans quelle année ça, à peu près ? C'était en 85. Ah oui. 85. Et là, ils avaient commencé déjà la formation, ils avaient fait un module. Jean Godin me dit, écoute, tu viens la veille, je te fais rattraper. J'y vais. C'était samedi-dimanche, moi j'arrive le vendredi soir. Et le dimanche soir, quand finit pour moi ce qui était le premier module, en redescendant dans le train, j'hypnotise mon voisin de train. Je me dis, tiens, tu l'hypnotises. Ah ouais, génial. Évidemment, tu découvres un truc fabuleux. Tu as envie de le crier sur les toits. Hein, comme quand tu réussis un truc génial dans la vie, tu as envie de sauter, que tout le monde, toute la Terre soit au courant. Et là, et expérimenter tout de suite, bien sûr. Hein. Tout le monde est impatient pour moi dans ce cas-là. Et le gars, se prête au jeu, et puis ça marche. J'étais tout content. Le lendemain, au cabinet, je mets en place, mais dès le début. Alors bien sûr, à l'époque, c'était formé par des psychiatres pour la psychothérapie, donc rien à voir avec le cœur de notre métier. Ce qui veut dire que initialement, c'était plus les psychiatres qui pratiquaient l'hypnose. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, eux étaient psychiatres. Malarevich et Godin étaient des psychiatres. Malarevich faisait de la thérapie familiale, donc on m'enseignait l'hypnose à visée psychothérapique. Mais ils n'avaient aucune notion de comment on pouvait amener ça au cabinet dentaire. Et puis derrière, tu avances par échec, succès, et puis expérience. Et petit à petit, j'ai été amené à transformer l'outil pour l'amener au cabinet. Et donc avoir petit à petit les clés de... Je m'en sers pour les indications de l'hypnose médicale dans la douleur et la chirurgie, parce que bien sûr ce qui s'applique, ça je ne le savais pas forcément à l'époque, au dentaire, qui est quand même une discipline chirurgicale, s'applique à tout type de chirurgie, et donc à se dire, faut des outils pour y arriver, et j'ai défriché en quelque sorte le terrain en France, puisque on était 2 dentistes dans la promo. Un des premiers. Voilà, on était 2. Le deuxième a disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Certains pourraient croire que je l'ai trucidé pour rester tout seul, mais non, même pas. Et puis, donc, défricher le terrain et trouver des solutions petit à petit. Et je m'étais rendu compte aussi pendant ma formation, en témoignant de ce que je faisais déjà au cabinet, tiens, ça m'interpellait, dit, tiens, moi je fais ça au cabinet. Et en fait, comme tous les élèves que j'ai rencontrés depuis, on se rend compte tous quand on vient qu'on fait déjà des choses naturellement, parce que évidemment, tout le monde galère dans son cabinet, donc tout le monde devient inventif et trouve des choses. Moi, j'y mettais aucun nom. Moi, j'y mettais un abord sympa du patient, quoi. Ça résonne beaucoup, ce que tu dis. Ça résonne beaucoup parce que, au final, tu l'as dit, quand on découvre quelque chose, on a envie de le crier sur tous les toits. Ça marche super bien. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de participer à Dans tes dents. Et d'ailleurs, je te remercie de prendre ton temps pour
pour répondre à ces questions. Parce qu'effectivement, j'ai découvert l'hypnose, moi, auprès de toi, auprès de tes formations, et tu as été vraiment inspirant pour ma pratique et mon développement personnel. Donc, déjà, un grand merci. Et je suis très content aussi de faire cette première interview avec toi, parce que tu as un côté très... alors, je sais pas si c'est l'hypnothérapeute qui parle, très rassurant, très paternaliste, très accueillant, très chaleureux. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de Claude, d'avoir accepté de participer. Donc, ça résonne, tout ce que tu dis, en fait. Ouais, alors là, tu me mets une pression pas possible parce que je sais, je vais te raconter une bonne blague, tu sais, et puis derrière, elle est bonne au départ, mais comme tu l'as annoncée super bonne, c'est dur derrière de passer. Là, bon, avec ce que tu viens de me dire, tu mets la pression. Quoi. C'est bien, il y a de l'émotion, c'est bien. Non, par contre, je me permets de rebondir, tu as commencé sur quelque chose de très, très, très intéressant parce que l'idée de l'objectif et l'âme de Dans tes danses, c'est surtout de parler aux patients. Tu as dissocié tout de suite deux choses, je crois, par rapport au premier médecin à qui tu as vu en formation, alors j'ai oublié le nom, mais tu parlais d'hypnose de foire. Ouais. Donc ça veut dire que pour toi, il y a deux hypnoses, il y a l'hypnose de foire et l'hypnose médicale peut-être ? Alors, pour moi, curieusement, il y a une hypnose, c'est celle du patient. D'accord. La seule chose, c'est que le moyen pour permettre au patient de révéler son potentiel peut prendre différents aspects. L'aspect ericksonien, alors d'ailleurs je vais faire un petit aparté là-dessus, on voit fleurir des noms de toutes sortes par rapport à l'hypnose. Pour moi, le père c'est Erickson, on lui doit tout. Alors il y en a un après qui va dire, moi je fais de l'hypnose, la nouvelle hypnose, l'hypnose humaniste, l'hypnose machin, bidule. Ouais bon, moi je trouve que c'est l'hypnose d'Erickson quoi. Okay. Derrière, bien sûr, on s'est appuyé. On est monté sur les épaules d'Erickson pour voir encore plus loin. Hein, comme un enfant, il voit plus loin que ses parents parce qu'il monte sur les épaules, il voit plus loin, mais c'est de façon transgénérationnelle qu'on lui a transmis des choses. Nous, c'est Erickson. Et donc ça, c'est le moyen Erickson. C'est fait d'un abord du patient respectueux, même si parfois on le bouscule. Hein, on doit le bousculer pour avancer. Alors que l'hypnose de foire, que je l'appelle comme ça de foire parce que c'est vraiment de théâtre, on va être intrusif, on va brutaliser l'intimité du patient. Pour moi, c'est brutal. C'est violent. Ouais. Et faire croire aux patients ou aux spectateurs dans les spectacles que l'hypnotiseur a un grand pouvoir. Hein, c'est l'image véhiculée de « regardez-moi dans les yeux, mes yeux tournent dans tous les sens et voilà, vas-y, tombe, quoi, brutalement. » et ça, c'est délétère, ça brusque le patient, alors que le patient, il a besoin d'être pris avec douceur. Et on le sait tous, hein, la douceur, le respect, la liberté du patient. Hein. Moi, je dis souvent, l'hypnose, c'est l'école de la liberté et liberté du patient. C'est-à-dire qu'en fait, tu les accompagnes à aller chercher leurs ressources au fond d'eux, plutôt que leur imposer quoi que ce soit. Parce que c'est une crainte de la part des patients par rapport à l'hypnose, parce qu'ils l'associent forcément à l'hypnose qu'ils voient à la télé, qu'ils voient dans les spectacles, et ils n'ont pas envie. Et on les comprend. Même moi, j'avais pas envie de subir ça. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas faire de l'hypnose malgré le patient ou sans son accord. Il faut bien voir que dans l'hypnose donc de foire, hein, les gars, ils veulent bien, quoi. C'est parce qu'ils sont prêts à se mettre en spectacle, à se ridiculiser, à avoir une image après derrière dégradée demain, hein, parce qu'accepter de faire la poule ou faire même des choses pires devant tout le monde en spectacle, certains donc très extravertis, ça va être rigolo, mais d'autres, bon, c'est à froid, c'est tiens, j'ai fait ça, on m'a vu comme ça, etc. Ça peut être dégradant. Sans compter, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de la façon dont c'est conduit, qui peut être dommageable pour les spectateurs de ce genre de spectacle. Et évidemment, en faisant de l'hypnose médicale, on côtoie énormément de psychothérapeutes
et de psychiatre, et qui est différent d'hypnothérapeute. Hein. On est hypnothérapeute quand on fait de l'hypnose, mais c'est un outil qui nous sert à faire notre métier. En aucun cas, moi je fais de l'hypnose à visée douleur et antalgie, et en aucun cas je fais de la psychothérapie. C'est un vrai métier où il faut savoir connaître la psychopathologie, il faut connaître plein de choses pour pouvoir faire de la psychothérapie, et ils sont hypnothérapeutes, mais d'abord psychiatres, psychologues et ainsi de suite. Donc ça c'est fondamental. Donc ce que tu dis, c'est déjà quand on est en séance d'hypnose ou qu'on travaille en hypnose avec un patient, le patient reste toujours le maître du jeu. Le maître du jeu. Tout à fait. C'est la première crainte des patients, c'est de se dire mais alors attends, je suis soumis complètement à un praticien qui fera ce qu'il veut de moi, et c'est complètement différent. Non, c'est en aucun cas la mainmise de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Et heureusement, parce que sinon, bien entendu que... C'est-à-dire qu'en fait, le job, c'est de les aider à aller chercher les ressources. Par exemple, sur la douleur, quand tu veux travailler sur quelqu'un... Allez, on va commencer peut-être par le plus simple, l'anxiété. Ouais. Il y a un patient qui arrive dans ton cabinet qui est mort de trouille. Ouais. Ça se passe comment, concrètement ? Alors, d'abord, ce patient-là, il faut reconnaître son problème, comme toujours, que ce soit l'anxiété, la douleur ou toute autre chose. Ok, je vois bien que. Hein, ça, c'est la première chose. Et derrière, la première chose à faire dans toute relation thérapeutique, c'est de créer une alliance thérapeutique avec son patient, de manière à ce que la relation s'établisse. Sinon, c'est déjà mort au départ. Parce que cette alliance thérapeutique, elle est nécessaire à l'établissement du premier élément qui est la confiance dans le soignant. Le soignant, on doit avoir confiance en lui. On vient voir le docteur Mathieu Durand parce que il a été adressé par un praticien qui a confiance en toi. Moi, le patient vient me voir parce que il a confiance en moi. Sinon, ça va pas. Et donc cette relation, cette alliance thérapeutique, il faut qu'elle soit validée par le premier contact. Ensuite, on reconnaît son inquiétude, son angoisse, voire sa phobie. Et là, on va proposer au patient notre arsenal thérapeutique. Et on a tous des compétences dans différents domaines pour prendre soin de nos patients. Et dans prendre soin, il y a soignant. Soignant, c'est prendre soin. Et on va lui proposer une aide. En fait, tu augmentes les outils que tu as dans ta trousse à outils pour augmenter ton champ d'action. Exactement. Ouais. Et donc, on a effectivement une boîte à outils. On dit au patient, voilà, j'ai un outil pour vous. Et on lui propose. Et c'est lui qui décide et il dit oui ou il dit non. D'accord. Et s'il dit non, bien sûr qu'on va toujours avoir fameux outil hypnose conversationnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un discours qui va l'aider à ce patient. Et ça, c'est la communication bien menée, en fait. Parce que l'hypnose, au départ, c'est quand même de la communication. Ensuite, selon son degré d'anxiété, on va sortir des moyens, différents niveaux de moyens. Si on veut faire un parallèle avec une ordonnance, tu vas donner 1 comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés, 4 comprimés, et on le sait tous. Et en hypnose, tu vas sortir 1 outil, 2 outils, 3 outils. Quel outil va correspondre à ton patient ? Et pour le savoir, un seul moyen, partir du patient, d'où il est et qui il est. Il accepte ou il refuse donc l'hypnose, sinon c'est conversationnel. Et de toute façon, on va aider tous nos patients en hypnose conversationnelle. Donc si je résume, d'abord, il y a un patient anxieux, il viendrait te voir, tu discuterais avec lui, sans parler d'hypnose, ou déjà tu dirais que tu fais de l'hypnose à ce moment-là ? Alors, c'est ça l'hypnose conversationnelle. Utiliser sans doute les bons mots. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'hypnose. Quand on dit, tu sais, très souvent, on m'a dit, Claude, je peux venir voir ce que tu fais au cabinet. Ma première réaction est, tu vas venir, tu vas rien voir. Tu vas rien voir parce que c'est tout le temps et ça se voit pas. Donc l'hypnose, tu l'en fais tout le temps. Tu ne peux pas t'empêcher de bien communiquer. Sinon, ça serait on-off, mais on est toujours en on, on communique du mieux possible, ça c'est évident. Et puis ensuite, là, donc on crée la relation, et puis très souvent, ça suffit. C'est un peu fou. Moi, très souvent, on m'a adressé des patients réputés insoignables. Et puis, tu communiques correctement avec ces gens-là, et tu te rends compte qu'en fait,
ils sont comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les psychiatres développent ça, c'est la notion d'attachement sécure, pas sécure, anxieux que les patients peuvent avoir. Et il y a des, je pense notamment à des enfants, parce que c'est souvent soit les plus faciles, soit les plus difficiles, les enfants, on le sait tous. Un adulte, il vient, il se raisonne, le plus souvent, ou alors il vient pas carrément. Il décide lui-même du soin ou pas. Un enfant, lui, c'est souvent un touriste. On dit, va voir le dentiste. Il s'en fout du dentiste. Tu viens pourquoi ? J'en sais rien. Il te dit ça, le gamin. Ouais. Il n'en a rien à foutre, lui, d'avoir quoi que ce soit. Et donc, si il est en insécurité, eh bien, tu dois travailler à le mettre en sécurité pour le mettre dans le cycle. Donc là, tu restes dans l'hypnose conversationnelle. Qui n'a rien à voir avec la transe hypnotique qu'on peut tous fantasmer. Alors, se dire, oui et non, parce que cette fameuse transe hypnotique, elle est constante. Par exemple, si je te dis Mathieu, voilà, je te connais un peu, tu es un ancien sportif et dehors toujours sportif, tu es un fanat de moto, tu as plein de choses. Je te dis, la moto avec laquelle tu m'avais amené l'autre jour faire un tour, là, tu t'en es servi hier ou la dernière fois c'était quand ? Et toi, immédiatement, tu vas venir dans tes souvenirs retrouver ce moment où tu t'es servi de ta moto. Tu viens de faire une mini-transe. Alors, transe, c'est un mot un petit peu perçu comme péjoratif, parce qu'il est pris directement de l'américain, et en fait, transe, tu penses, machin, magie, vaudou, etc., etc. En fait, c'est être dans un état d'esprit un petit peu différent, c'est ça la transe. En fait, on est dans un processus, et rien d'autre. Et donc, ça, on en vit plein. Moi, très souvent, en rigolant, je dis, mon meilleur hypnotiseur, ma belle-mère. Bon, pauvre, elle avait une logorrhée ininterrompue. Au bout d'un moment, tu partais. Et elle me disait, Claude, vous m'écoutez plus. C'était vrai, quoi. Donc si je résume, dans ces moments-là, tu fais partir le patient, tu l'emmènes dans son esprit, par exemple, pour que les gens comprennent bien. Ouais. Et si tu as une anesthésie à faire, tu le fais à ce moment-là. Et il ne se rend pas compte, son esprit est ailleurs. Il ne s'occupe pas de sentir son anesthésie. Voilà, on ne peut pas être en même temps. C'est impossible d'être en même temps dans la douleur, par exemple, dans l'inquiétude et dans autre chose en même temps. Tu vois, là, je viens de faire une formation sur hypnose sport, entre autres, et je parlais de la douleur pendant l'effort. D'accord ? Donc, des fois, tu fais du sport et tu le sais bien, d'un sportif, tu peux avoir des douleurs liées à l'acide lactique ou des douleurs liées à tu as un problème. Pour ma part, il est postural, donc parfois, ça coince un peu. Eh bien, il est impossible d'être dans la douleur et dans autre chose. Et donc, pendant l'effort sportif, je fais une mini-hypnose, mais qui dure quelques secondes, pour m'extraire de la douleur. Et je ne peux pas être en même temps dans les deux. C'est impossible. Moi, je fais ça pour les tatouages. Ouais, c'est vrai. Voilà, quand on me pique, je pars ailleurs dans ma pensée. Et voire même, des fois, je fais un aller-retour pour aller voir ce qui se passe. Et j'aime pas trop. Je repars très, très vite dans ma pensée. Bah, tu vois, c'est rigolo parce que ça me fait penser à une expérience de l'an dernier, tu vois. L'an dernier, j'ai des soucis personnels de deuil dans la famille, tout ça, de maladie. Et je me laisse un peu de côté. Et j'ai un truc qui se développe au niveau de... Je crois que c'était l'index gauche. Bon. Et puis, le truc, je vois que ça s'infecte. Voilà. Et puis au bout d'un moment, je suis en formation à Paris et dans la formation, il y a une dermato qui voit ça et me dit « Mais Claude, c'est pas bien là. Là, c'est un panari, quoi. » Moi, j'avais travaillé sur ma douleur pour pouvoir attendre de m'en occuper. Je n'avais pas ça à l'esprit. Et elle me dit « Claude, là, urgent, quoi. » Derrière, un bricolage de soignants, bien sûr. Je sors, je vais voir un dentiste à côté. Je dis, je voudrais un bistouri. Je lui explique. Très gentiment, il me donne bistouri, compresse, désinfectant. Je reviens à la salle de cours et je demande à une collègue d'inciser le panari. Alors, d'après les spécialistes, ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à l'AG pour pouvoir faire ça. D'accord. Moi, je me mets en analgésie hypnotique pour ce que j'avais déjà fait en calmant la douleur, puisque c'était pas de l'analgésie, mais c'était cousin. Donc je me mets en analgésie hypnotique sur mon doigt. Et puis, scientifique bien sûr. Alors il faut voir la scène. J'ai le doigt, ma collègue qui va inciser, je lui dis je te dirai, et en même temps je filme
pour avoir une trace. Je sais pas pourquoi, je suis pas étonné de toi. Je lui dis, tiens, comme ça, j'aurai une vidéo sympa. Et donc, je filme et je lui dis, c'est bon, vas-y. Donc, elle commence. Et puis là, le scientifique et l'expérimentateur que je suis se dit pendant ça, on m'avait dit que c'était terrible en douleur, je vais vérifier. Donc, du coup, j'arrête. Je reviens dans mon doigt. Ça a duré 1 milliardième de seconde. C'était une douleur, mais terrible. Et du coup, j'ai fait un aller-retour, mais tout de suite pour m'extraire de la douleur. C'était, mais waouh! C'est comme des trucs où tu douilles, quoi. Bon, t'es un ancien rugbyman. Moi aussi, j'étais un rugbyman, un garçon, donc des coups, des machins, t'en prends, tu douilles. Ah, les coups, tu sais, quand tu prends un pet sous le nez, là, qui te remonte dans le sinus, attends, c'était rien, quoi. Côté de ça, quoi. D'accord, donc t'es vite reparti. Je suis vite reparti, quoi. Finalement, peut-être les fakirs étaient les premiers à faire de l'auto-hypnose, alors. Alors, il y a une sorte d'abstraction. En même temps, les fakirs, il y a un truc qui est rigolo quand même, c'est que plus tu as de pics, moins tu souffres. Hein. D'accord. Parce que tu répartis la pression, ça, de la physique. C'est comme l'histoire, tu sais, la marche sur le feu. Tu connais ? Ouais. Hein, bon, alors les mecs, ils font des séminaires pour apprendre aux collaborateurs à marcher sur le feu pour l'entreprise, etc. Ah oui, d'accord. Tu connais ? En fait, c'est du pipeau. D'accord. Parce que, en fait, la braise a l'extérieur froid. D'accord. Donc, tu peux prendre la braise rapidement. Tu fais l'expérience. Tu as ta cheminée, tu as une braise qui tombe devant. Tu la prends et tu la jettes dans le feu. Tu la fais de façon brève. T'as rien. Tu sens rien. Ouais, moi, j'ai des petits-enfants. Quand ils me voient faire ça, ils pensent « Waouh, papy, c'est... » Le mec, il est fort. Que dalle. C'est froid. C'est le coup du fakir qui a plein de pics, quoi. D'accord. Maintenant, cela étant... Il fallait quand même le faire. Il faut le faire. Donc, si j'ai bien compris, tu aides les gens à faire la même chose que tu as fait sur ton doigt. C'est-à-dire que tu les accompagnes à gérer leur douleur, leur anxiété, leur stress. Ouais. Tu les mets dans de bonnes conditions. Voilà, exactement. C'est-à-dire, en fait, on va repartir, si tu veux, sur les indications de qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypnose dans le cabinet. La première, tu vois, qui me vient à l'esprit, c'est mettre une ambiance de feu dans le cabinet. Parce que dans la mesure où tu sais communiquer correctement avec tes patients, tu vas communiquer également correctement avec tous ceux qui t'entourent. Et les principaux, c'est quand même les gens qui bossent avec toi. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je vais dans un hôtel, la personne la plus importante de l'hôtel, tu sais qui c'est ? La femme de ménage. Parce que si l'hôtel est dégueulasse, t'as beau avoir, je sais pas moi, des dorures au mur, il est dégueulasse, quoi. Ouais. Hein, c'est d'accord ? Le cabinet, c'est pareil. La personne la plus importante, c'est celle qui t'empêche d'avoir de la poussière socialytique, qui fait que tu arrives, toi, et tout va bien. Et cette personne-là, elle a besoin de considération, parce qu'elle est importante. De toute façon, c'est un être humain, donc il est important. On partage les mêmes avis sur la nature, sur la vie sur Terre. Et un être humain, c'est précieux, donc tu dois le respecter. Si tu le respectes, l'ambiance est bonne, forcément. Donc ça commence par là. Tu veux dire que tu commences déjà à faire de la communication bien faite, et de l'humain, quoi. Avec tes collaborateurs. Les collaborateurs, y compris les fournisseurs, avec tout le monde. Avec tout le monde, en fait. Tous ceux qui travaillent autour de toi. Puis ensuite, deuxième étape, c'est le patient, l'accueil. Il doit être soigné, quoi. Il doit être soigné. Et s'il est bien accueilli, il a envie de venir. Et puis après, derrière, tu montes dans les trucs, tu as le patient, il a une petite inquiétude. Donc, tu vas gérer. Il a une grosse inquiétude, tu gères. Et puis après, tu as les écueils du soin. Ça commence par, tu dois ouvrir la bouche. Tu dois l'ouvrir grand. Tu dois tenir, tu es un endodontiste, tu sais très bien que tenir longtemps, même avec la digue, la bouche ouverte, quand on fait des interventions de plusieurs heures, le patient, il faut qu'il tienne. Fatigue. Donc là, avec l'hypnose, tu l'aides. Tu vas avoir moins de fatigue musculaire. Ensuite, donc tu as une meilleure acceptation du soin pendant toutes tes phases. Bien entendu. Parce que, tu sais, par rapport à ça, moi, au début, je m'étais marré au début où je faisais de l'hypnose. Tu as des patients, ils arrivent, comme curieusement, quand tu sais faire quelque chose, tu as les patients qui vont avec au niveau de tes connaissances. Ça, c'est très rigolo, tu as dû l'observer. Tu apprends un nouveau truc. Tu vois, par exemple, moi, quand je me suis formé à l'occluso, d'un coup, d'abord, je les voyais, les cas d'occluso, et puis après, ils venaient tout seuls, quoi. On a l'impression que les gens, ils savent, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, l'hypnose, c'est pareil. Et
Donc là, les notions de fatigue, les notions d'ouverture de bouche, les notions de salive aussi, à réduire la salivation. Les réflexes nauséeux. Les réflexes nauséeux, mais là, tu as déjà, dans la bouche, tu as déjà bossé. Hein. Voilà, des fois, moi j'ai eu le cas de patients qui voient le miroir et qui commencent à avoir des nausées. Donc là, bien sûr, tu as les réflexes nauséeux, c'est une indication majeure de l'hypnose. Et ça, tu penses que c'est une hypersensibilité ou alors c'est vraiment quelque chose dans son dénouement psychique qui se met en place et qui est une phobie que son cerveau met en place, quoi, en fait. Alors, moi, très souvent, les patients nauséeux, ils me disent je peux rien avoir dans la bouche, etc. Et moi, je les regarde avec l'air bête, tu sais, dire donc vous mangez rien, c'est sous perf, quoi. Bien sûr qu'il mange, donc il met des choses dans la bouche. Hein. Et donc là derrière, bien sûr, c'est le psychisme qui va faire quelque chose qui fait que je ne veux pas quelque chose d'étranger dans ma bouche, qu'en gros, qui vient de l'extérieur. Alors, il y en a quand même qui ont des problèmes quand ils mangent aussi, parce qu'il n'y a vraiment rien qui passe. Donc bon, évidemment, là, on va aider nos patients. Donc là, l'hypnose va aider au cerveau à accepter ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait... pour faire simple. Voilà, patient, on va aider le cerveau à trouver des solutions. En fait, si tu veux, on est des déclencheurs de mise en avant des solutions du patient. Et il a des solutions pour régler le problème. Et c'est vraiment étonnant. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Et ça va jouer aussi sur les douleurs post-opératoires, parce que ça, c'est quand même un sujet qui est assez important. Tout ce qu'on fait, ça a un impact. Bien sûr. Après, l'organisme doit cicatriser, s'adapter. Est-ce que ça joue, l'hypnose, pour ça ? Alors, c'est une très bonne question, Mathieu, parce qu'en fait, tu le sais très bien, on est des cliniciens tous les deux, et tous ceux qui nous écoutent aussi, bien sûr. Hein. On sait très bien que les patients angoissés à problème, c'est eux qui ont les problèmes derrière. Hein, c'est souvent le cas. Quand le patient est détendu, souvent, ça va bien derrière. Parce qu'en même temps, il y a deux effets qui se coulent quand le patient est détendu. D'abord, lui, il va bien, et derrière, il cicatrise bien. Et en plus, patient détendu, nous détendus. Et donc, nous, on bosse mieux, ça, c'est vrai. Et donc, on va faire du meilleur boulot. C'est un outil pour nous aider aussi à faire du meilleur boulot, l'hypnose, parce qu'on obtient des patients détendus, relâchés, qui ouvrent facilement la bouche, qui bougent pas, qui sont capables de rester sans déglutir pendant 1 heure. Ils vont déglutir 4 fois en 1 heure s'ils en avaient besoin. Donc, en fait... nous, on est des situations tranquilles de travail, donc on va bien travailler. Et de plus, l'hypnose, de fait, permet une meilleure cicatrisation. Une étude a été faite à Liège chez Marie-Lise Fémonville, qui est celle qui a fait rentrer l'hypnose dans le monde de la science, dans la reconnaissance, puisqu'elle a montré par l'imagerie des PET scans que effectivement des choses se passaient au niveau du cerveau avec l'hypnose. Et c'est elle qui a initié ce qu'on appelle l'hypnosédation, c'est-à-dire éviter l'AG pour faire des interventions chirurgicales et notamment énormément de thyroïde. Et elle a eu des études sur, bien sûr, je crois qu'elle... le chiffre exact, je ne m'en souviens plus exactement, mais entre 8 et 12 000 interventions chirurgicales étudiées, et évidemment, on obtient une meilleure cicatrisation, moins de douleurs. Moins de douleurs post-op, etc. De toute façon, j'ai un ami là, qui est en train de publier une étude sur l'anxiété préopératoire et la corrélation avec les douleurs post-opératoires. Bien sûr. Tout se passe mieux, même comme tu dis. Ça, j'aime bien ce que tu dis, j'aime beaucoup, parce que, comme souvent d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que... tu montres là que soigner les dents, enfin soigner même dans tout cas de figure, c'est un travail d'équipe. Et il faut que les deux soient bien, le patient et le praticien. Alors, tu vois, ce que tu dis par rapport à la douleur post-op, un truc, tu dis soigner les deux. Et moi, quand je faisais un travail dans lequel j'étais content de moi, je me disais, bon, c'est bon, on a bien bossé. J'espère que ça se passait souvent quand même. Bon, des fois, tu sais que t'as merdé, t'as un truc, t'as un problème. Et passez bien, soin terminé. Je terminais et disais au patient, on a bien travaillé, vous, l'assistante et moi. Ouais. Et c'est un travail d'équipe. Et le patient est impliqué. Il a bien bossé dans le soin, il va bien bosser après. Tu vois. Ouais, je fais pareil aussi. Ok, super. Alors, on comprend bien l'application de l'hypnose. La question principale qui va être demandée aussi, que beaucoup de gens vont se poser, c'est est-ce que c'est en complément d'une anesthésie
Ou est-ce que ça peut carrément aller jusqu'à remplacer une anesthésie pour ce qui est des soins dentaires? Bien sûr. Alors très souvent, les gens, c'est la question que posent souvent les patients. Hein. Alors vous ne faites plus d'anesthésie. Alors deux choses. Oui, on peut faire tout type d'intervention sans anesthésie du tout. D'abord, tout à l'heure, je te parle par rapport à mon propre doigt. Même chirurgical. Chirurgical. Ça va dans notre spécialité, de la simple, enfin je veux dire simple même, allez, on va commencer au plus simple, un détartrage, jusqu'à l'extraction, curetage de kyste, endo, un biopulpecte. Bon, il se trouve que, évidemment, quand tu fais de l'hypnose, on peut être amené à dire allergie, pas d'anesthésie. Allergie aux anesthésies, on peut être amené à compléter par de l'hypnose. Voilà. Alors, allergie aux anesthésies, on remplace carrément. Carrément. Voilà. Et en fait, il y a très peu de vrais allergiques, il faut le savoir. Mais donc, régulièrement, il m'est arrivé de faire des interventions donc, de l'endo, des biopulpex sous pulpite. Donc tout ça, c'est des traitements de racines, de dévitalisation des dents, des extractions, des soins de caries. Tout à fait. Donc, voilà, dévitaliser une dent vivante, on le sait tous, que c'est hyper innervé et hyper douloureux, et tu peux t'extraire de la douleur carrément et d'avoir zéro anesthésie. Et ça, tu peux le faire avec tous les patients, ou il faut des patients qui sont prédisposés? Et est-ce qu'il y a une prédisposition à l'hypnose? Parce que c'est la question qui... Oui, tu sens celle qui arrive. Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'accepte ou je suis réfractaire à l'hypnose. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, par rapport à ça, un petit peu d'histoire dans mon histoire. Je fais une fois une conf à la Société française de pédodontie, donc les enfants. Et je pense que tout le monde le sait, mais enfin bon, parfois c'est des auditeurs qui connaissent pas trop, donc je précise. Et je présente un cas d'un enfant, on va dire à capacité cognitive un peu limite. Et Daniel Bandon, qui est pédodontiste à Marseille, me dit « et le handicap ?» Et moi, à ce moment-là, j'avais cette croyance et je lui dis « ça, c'est les limites de l'hypnose. Là, on ne peut rien. Il faut pouvoir être on va dire en résonance avec le patient. » Et le mot résonance, il me vient parce que c'est en relation. Pour les enfants handicapés mentaux, par exemple. Voilà, en handicap, situation de handicap. Et puis, quand je rentre dans mon cabinet, j'analyse mon travail, bien sûr, avec les patients en situation de handicap, et je me rends compte que je faisais de l'hypnose aussi. Dans ce cas-là, il est clair que je n'ai jamais fait d'analgésie hypnotique vraie, voulue, chez ces patients-là. En revanche, quelqu'un lambda, n'importe lequel, qui veut, lui, dire « je veux faire sans anesthésie quelque chose », ça marche à tous les coups. À condition que lui le veuille. C'est lui le veut. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas prendre le pouvoir sur le patient, ni lui imposer quelque chose. Il veut, ça marche, il veut pas. Ça, c'est son choix. Il y a des gens, les gens même limite, ils veulent pas soigner, ils veulent pas être guéris. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est autrement dit, si les gens se disent réfractaires ou non, c'est que de toute façon, ils veulent pas, ils sont pas prêts. Alors, ils peuvent penser qu'ils ne sont pas capables. Tu sais, ça c'est le sentiment de manque d'estime de soi. Moi, je suis pas capable de. D'accord. Moi, je peux pas. Il y a des gens, ils ont un déficit d'estime de soi. Et donc, à ce moment-là, on peut leur dire « Ok, vous pensez que... » Et là, on va leur montrer progressivement qu'ils sont capables de s'extraire de la douleur. Et là, tu sais, par exemple, tu appuies derrière à l'angle de la mandibule, tu as un point, tu appuies dessus, ça douille. Donc, tu leur apprends que ça, ils peuvent maîtriser. Et derrière, ils se rendent compte qu'en fait, effectivement, ils peuvent avoir l'analgésie du coin et que c'était hyper douloureux. Donc, ils prennent confiance, ils disent « Ah ben oui, je veux bien ». Et ça marche. Ça marche pour tout le monde. Tu sais, quand on fait cours, on a des élèves et on teste les uns sur les autres des zones douloureuses et tout le monde y arrive. Ok, donc si on résume, on a, grâce à l'hypnose, on a un outil extraordinaire qui nous permet d'augmenter notre panel de possibilités, de soins, nos outils, d'augmenter le spectre de patients qu'on peut soigner, aussi bien des patients handicapés, des patients anxieux, des patients stressés, diminuer les douleurs post-opératoires, les enfants, mieux soigner les enfants, les accompagner. Il y a une question qui aussi revient souvent,
c'est... et ça, elle est intéressante, certaines personnes m'ont dit que ils craignent de subir une séance d'hypnose parce qu'ils craignent de révéler des choses ou de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Encore une fois, on peut encore les rassurer. Oui, tout à fait. Tu sais, ça fait donc 1985, on est en 2020, donc ça va bientôt faire, parce que c'était fin 85, bientôt faire 35 ans que j'ai découvert l'hypnose. Donc des milliers de patients qui ont pu bénéficier de l'hypnose, et en aucun cas de ce genre de choses s'est passé. Après, les gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une demande après, parce qu'ils se disent, punaise, je rentrais, j'étais angoissé, ou j'étais stressé, même tout bêtement, et je ressors, mais je suis zen. Alors, par exemple, ce que je voulais te dire tout à l'heure, au début, j'avais été surpris et amusé des patients qui venaient avec une phobie, ça allait mieux, et ils te disaient, est-ce que je peux prendre rendez-vous vendredi après-midi pour récupérer de la semaine ? Ils venaient faire l'hypnose, une hypnose relaxation pour récupérer la semaine, alors qu'auparavant, ils ne venaient qu'en cas d'urgence, si tu veux. D'accord. Et donc, les patients découvrent leur propre potentiel. Et bien sûr, la délicatesse, c'est de leur montrer que c'est eux qui font. Tu sais, moi, j'aime bien cette façon de voir qui va te parler. Il y a Paul Valéry, le poète, avait dit le poète écrit une poésie. Il la transmet à quelqu'un qui va être inspiré par la poésie. L'inspiration, bien sûr, il y en a un minimum chez le poète, mais c'est surtout la résonance qu'il y a chez celui qui va accueillir la poésie, qui va le faire vibrer, qui va le faire avoir des émotions. Et cette poésie, une fois utilisée par celui qui l'a reçue, va renaître, tu vois, et revivre une deuxième fois chez la même personne, qui va encore peut-être aller plus loin, et qui va peut-être servir à plein de... Et la transmettre à nouveau. À transmettre, exactement. C'est la fameuse tradition orale qui a précédé l'écriture. Eh bien, l'hypnose, c'est pareil. Toi, tu fais de l'hypnose. Tu sais faire, tu es un technicien de l'hypnose, comme le poète est un technicien des mots. Comme le musicien est un technicien de la note et tout ça. Et l'hypnose va résonner chez l'autre. Et lui, il va la faire vivre. Et c'est lui qui va, en fait, être le vrai magicien de l'hypnose. C'est le patient qui reçoit l'hypnose et qui le fait vivre. Une autre façon de voir l'hypnose, c'est le jeu d'enfant, où, c'est autrefois, il y a peu de moyens... les gens avaient peu de jouets, et un jouet très simple, c'était prendre une roue et la faire rouler et la guider avec un bâton. Voilà, tu connais cette image. Oui, tout à fait. Voilà. L'hypnose, c'est ça. Le patient, c'est la roue qui roule. Et des roues, tu en as de toutes sortes. Donc, tu en as des milliers de formes de roues différentes. Celui qui fait de l'hypnose, il a simplement le petit bâton qui fait que le patient reste sur des bons rails et se porte bien et voyage bien. Il l'aide à rectifier le tir. C'est lui qui est le moteur de son mouvement. Parfait. Écoute, merci Claude pour ce bel échange. Peut-être avant de terminer, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, une question pratico-pratique. Un patient anxieux de ses soins dentaires qui a envie de se faire soigner la bouche, ou voire même qui doit gérer son enfant qui est très anxieux sur les soins et qui entend peut-être ce podcast, se dirait bon, alors ok, très bien, ça marche, l'hypnose, ça fonctionne bien, et quand il y a des gens qui savent bien le faire, etc. Comment je fais maintenant pour trouver des praticiens qui la pratiquent ? Vers qui je me tourne ? Bien sûr. Alors, je vais quand même rajouter une chose que tu connais bien, qu'on n'a pas abordée, et qui est très amusante et qui paraît incroyable. Avec l'hypnose, on peut gérer le saignement. Alors oui, c'est vrai. C'est assez étonnant, parce que ça nous paraît maintenant tellement naturel que finalement tu l'oublies. Et moi, je sais que très souvent, c'est la première chose qui surprend les soignants. Et en fait, là, on va parler de neurosciences. On a au niveau du cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et quand on voit quelqu'un saigner,
nous-mêmes, on fait une vasoconstriction, on va diminuer nos vaisseaux. Et donc, on est capable de diminuer le diamètre des vaisseaux. Eh bien, en hypnose, on est capable d'arrêter un saignement. Alors, bien sûr, comme je dis souvent, si c'est au niveau du cou et qu'il y a une entaille de 2 cm, l'hypnose s'appelle SAMU. Mais dans les saignements qui nous occupent à nous, il est extrêmement aisé d'arrêter un saignement comme de réduire une salivation. Voilà. Et ça, c'est aussi un outil très intéressant parce que, eh bien, quand on parlait tout à l'heure de douleur post-opératoire, il y avait le corollaire, c'est l'absence de saignement, notamment après une chirurgie. Et on sait très bien, nous, que quand il n'y a pas de saignement dans une alvéole, derrière, on va avoir un problème. Et là, on va faire l'effet inverse. On va amener du sang, provoquer le saignement. Et donc, pour remplir l'alvéole, pour avoir une bonne cicatrisation. Et alors après, par rapport à ta question sur comment se tourner vers... Alors, il est interdit par le Conseil de l'Ordre, et c'est normal, de faire de la publicité pour nos métiers de soignants. En revanche, rien n'interdit de demander à des gens comme moi qui est formé beaucoup de confrères partout en France et des pays francophones limitrophes ou de francophones qui venaient même de pays comme par exemple une Roumaine est venue et qui parlait français bien sûr et bien de me demander voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un près de chez moi pour prendre en charge grâce à l'outil hypnose des soucis. Oui, parce que ça me permet, juste avant de terminer, sur les formations des praticiens. Il y a quand même des formations très solides dont tu donnes. Il y a aussi des diplômes universitaires. Il y a plein de choses pour ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a une société scientifique nationale, peut-être d'hypnose, ou quelque chose qui regrouperait un peu les... Tout à fait. Alors, pour ma part, je fais partie de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Ça regroupe tout ce qui se fait en hypnose de sérieux en francophonie. Ça va de la douleur à la psychothérapie. Et il y a des limites claires entre les deux. Les psychothérapeutes, surtout pas de douleur, parce que nous, on sait très bien que la douleur, c'est le mal a dit quelque chose, et donc on sait très bien qu'on doit avoir un diagnostic sérieux sur la douleur, et le psychothérapeute, le psychiatre, il connaît la psychopathologie, lui, et chacun sait soi, et les vaches sont bien gardées. Et là, c'est pareil. Donc la Confédération, bien sûr, a des instituts de formation de toutes sortes. Après, les formations, elles prennent différents aspects. Et ça, c'est bien sûr une question comme je dis souvent, de relation avec l'enseignant. Il faut que ça matche de la même façon qu'on soigne. On ne peut pas soigner tout le monde parce que des gens ne nous correspondent pas. Il est difficile d'enseigner à tout le monde aussi parce qu'il y a des fois des personnalités qui ne marchent pas et ça ne marchera pas. Donc, heureusement, il y a des diversités. Donc tu reviens sur cette relation de confiance patient-praticien. De relation essentielle. Et ça va dans l'enseignement, ça va dans les amis. On est amis avec certaines personnes, plus ou moins, et puis d'autres, ça ne matche pas. En revanche, très souvent, il y a des gens qui disent les patients, il y en a, c'est terrible, des gens pas possibles. Il faut savoir que ce sont des gens qui souffrent. Parce que les gens qui sont bien dans leur peau, dans leur tête, tout va bien pour eux, ils ne vont pas venir polluer, être toxiques pour les autres. Et l'hypnose permet de corriger le tir et d'aider ces gens-là à devenir mieux dans leur relation aux soins. Déjà, et c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. C'est déjà pas mal. Une dernière petite question. Je te remercie d'ailleurs d'avoir rebondi sur le saignement. Parce que moi, pour l'avoir vécu sur des patients, c'est d'une efficacité redoutable. Il y a, tu sais, des patients qui serrent très fort les dents la nuit, qui usent leurs dents, on appelle ça le bruxisme. L'hypnose peut également, si on suit ton ontologique, peut clairement les aider. Totalement, oui. Moi, ça faisait partie des choses que j'aimais bien dans mon travail. On appelle ça l'occlusion. Et effectivement, moi, j'avais l'habitude de dire aux patients qui le savent ou qui ne le savent pas, qui grincent des dents. Il y en a qui ne savent pas, il y en a d'autres, ils viennent pour ça. Eh bien, la journée, on marche sur les pieds. La nuit, sur les dents, on vient broyer du noir, l'expression populaire, créer ce qu'on appelle j'en ai plein le dos.
mal au dos et ainsi de suite. Et donc ce bruxisme, donc, eh bien oui, on va travailler parce que dans ces problèmes-là, la connotation psychologique est très importante et on va apprendre aux patients à travailler là-dessus. Notamment, on va y apprendre l'auto-hypnose, donc à faire de l'hypnose tout seul. Okay. Et l'hypnose, c'est toujours l'auto-hypnose. L'hypnose, c'est toujours de l'auto-hypnose accompagnée. Le patient, il est autonome et il roule tout seul, comme la route tout à l'heure. Ok, super. Voilà. Écoute, Claude, merci beaucoup. Ça a été une belle parenthèse dans nos journées de fou, ce moment passé avec toi, comme d'habitude. Voilà, et puis par rapport au contact, si les gens veulent m'envoyer un mail, bien entendu, je suis tout à fait disponible à leur répondre et à rentrer en contact avec eux. Mon mail, contact@a-grandir.com. D'accord. du 6, grandir.com. Là, Claude est complètement fou, ce qui risque d'avoir plein de mails chez lui à gérer, mais bravo, en tout cas, merci de cette disponibilité. Eh bien, Claude, il me reste à te libérer. Merci Mathieu, de plein de choses. D'abord de la rencontre que nous avons eue. J'ai rencontré, je vais retourner quelques compliments que tu m'as fait. J'ai rencontré. Et quand on parle de rencontre, pour moi, c'est dans l'intime, un grand bonhomme avec toi. On s'est... Ça se voit pas, mais je suis en train de rougir. Merci. Ouais. D'ailleurs, à peine rentré à la maison, j'en ai parlé à Michel, mon épouse, et tout à l'heure, je lui ai rappelé, je lui ai dit, tu me fais beaucoup penser à un de mes enfants, Pierre, qui a ce même souci de la vie, quoi. De la vie au sens noble du terme, et de la vie des autres, et à double sens, de la vie VIE et de la vie AVIS. Et c'est vrai, ça c'est le respect de la pensée de l'autre et le respect du sang qui coule dans la nature et de la sève des arbres. Quelle belle phrase pour terminer. Merci beaucoup, à très vite et merci pour cette belle rencontre. Merci à toi Mathieu. Voilà les amis, j'espère que cette rencontre vous a plu. En tout cas, avec Margot, ça a été pour nous un sacré moment d'échanger avec Claude. Ce qu'on a envie de retenir, c'est 3 choses qui sont essentielles. La première, c'est que l'hypnose n'est qu'un outil et qu'elle nous permet d'aller chercher les ressources que nous avons tous au fond de nous. Ce qui veut dire que tout le monde est réceptif à l'hypnose et tout dépend de lâcher prise de chacun. La seconde, c'est qu'il faut impérativement dissocier l'hypnose de spectacle de l'hypnose médicale. L'hypnose de spectacle fait beaucoup de tort à cette discipline. Et le troisième point, retenez que les techniques d'hypnose médicale améliorent significativement le confort du patient pendant les soins, mais également aussi pendant les suites post-opératoires. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Posez-nous vos questions par mail et sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et également toutes les autres plateformes d'écoute. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout, prenez soin de vos dents les amis. Dans tes dents.